Eh bien, chers amis, je suis vraiment très touché, surtout que c'est un sujet plus technique d'un certain côté, même si je vais essayer de le traiter avant tout politiquement, parce que ceux qui connaissent déjà ce sujet, je ne vais pas leur apprendre grand-chose. Je vais utiliser un angle rarement usité sur cette question, avec un peu plus de conviction que ce qu'on met dans ce sujet en France. Je ne me permettrai d'ailleurs pas de fanfaronner trop parce que j'ai dans la salle un certain aréopage de spécialistes, donc je ne me permettrai pas de faire mon malin. Or, pourquoi avoir choisi La France et la mer pour le tome à sortir de notre revue Perspective Libre? Ceux d'ailleurs qui voudraient potasser celui que nous avons fait sur Stasis, la guerre intérieure, pourront le voir et le prendre. Il est juste sur la table pour que vous puissiez le découvrir. Justement, c'est en lien avec Stasis. Alors vous me direz, le lien entre la guerre civile et la mer n'est pas totalement évident. Si vous pouvez juste essayer, parce que c'est... Même si on a besoin d'air, moi j'ai besoin de ne pas entendre que la rue. Mais pour une raison qui est assez simple, c'est que une nation, ça marche à l'histoire, ça marche à la mémoire partagée, mais comme disait Renan, le socle de souvenirs partagés ne suffit pas. C'était le fameux plébiscite de tous les jours qui a toujours mal été compris. C'est qu'en réalité, une nation, c'est un perpétuel devenir. Comme une famille qui continue à avoir des enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, si à un moment tout s'arrête, tout s'arrête. Mais tant qu'il y a de la vie dans le corps social, il y a des projets à créer pour maintenir l'unité. Et comme vous le savez, mon équipe travaille particulièrement sur 3 grands projets pour la France, et c'est l'un de ceux-là sur lequel nous avons voulu travailler, qui est la maritimisation de la puissance. Les 2 autres étant l'axe latin et la francophonie. Et en réalité, la manière dont je vais traiter cette conférence est assez simple. Je vais essayer de vous donner quelques chiffres, de ne pas vous assommer avec, pour vous faire comprendre les enjeux, et ensuite de tenter de traiter politiquement ce sujet. Pour sortir de ce que j'appelle à la suite d'ailleurs d'un ami de Perspective Libre, le grand économiste Michel Beau, l'acratie continentale. L'acratie est un concept sur lequel Beau a beaucoup travaillé, qui est l'impuissance du pouvoir. Comment se fait-il que des hommes qui comprennent les enjeux, qui du moins le certifient avec des discours élaborés, soient incapables d'assumer le pouvoir? D'ailleurs, nous avons eu un exemple très récent d'un homme qui a été béatifié par la Ve République finissante et qui est le parfait exemple de ça. D'un homme intelligent qui comprenait à peu près tout et dont l'action politique est somme toute assez limitée. Il s'agit bien sûr de M. Rocard, dont nous aurons droit même à un échange, un hommage en direct à la télévision d'État. Là, ça fait vraiment Brejnev, enfin bon, là c'est... Bon. Et nous pensons, peut-être naïvement, que le projet de maritimisation, que le projet de redécouverte de la mer peut être l'un des grands projets mobilisateurs pour la France. Je vais juste, pour vous faire comprendre les enjeux, avant de revenir sur un point historique de sujet et sur certaines considérations politiques et même d'un certain côté métapolitique qui nous ont amenés à travailler dessus. Déjà, je vais commencer par une citation, si ça ne vous oblige pas. « L'activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche de l'exploitation de la mer, et naturellement, les ambitions des États chercheront à la dominer
pour en contrôler les ressources. Discours de Charles de Gaulle à Brest, 1969. Bien sûr, c'était avant qu'on dise à la France qu'elle était une puissance dite moyenne, qu'elle représentait un humain sur 100, et que finalement, elle ne comptait pas pour grand-chose, ce qui sera le discours de la plupart d'ailleurs de la totalité des successeurs du général de Gaulle. À commencer par M. Giscard d'Estaing, qui a eu l'obligeance de l'assumer. Il fallait bien trouver une qualité au personnage, parce que lui aussi, on va avoir le panégyrique. Dans pas longtemps, j'espère d'ailleurs. Donc, vous connaissez à peu près la liste de nos territoires et départements d'outre-mer. Vous connaissez également ce qu'on appelle une ZEE, zone économique exclusive. Donc ça, généralement, c'est assez connu. Mais on ne voit pas, disons, En réalité, ce qu'on ignore sur ce type de sujet, c'est les montants. Ce qu'on ignore sur ce type de sujet, c'est la place que ça nous donne. La France, c'est à peu près 0,45% des terres immergées dans le monde. C'est entre 6 et 8% des zones économiques exclusives mondiales. Là, d'un seul coup, le tout petit pays devient un tout petit peu plus sexy. C'est d'ailleurs pour ça que nos élites l'ont oublié, mais l'ont oublié depuis longtemps. Une phrase que j'ai retrouvée, que plusieurs historiens, et d'ailleurs pas des moindres, des gens comme Martin Motte ou autres, prêtent à Richelieu, disent « Les larmes de nos souverains avaient le goût salé de la mer qu'ils ont oublié ». C'est une phrase prêtée. Si elle s'avérait véridique, c'est une phrase terrible. Ceux qui ont déjà lu des écrits du cardinal ne seront pas surpris. Mais c'est une phrase extrêmement parlante. Car en réalité, ce que je vois à titre d'historien des idées comme le remords de la mer est très présent dans une part de nos grands stratèges. On a retrouvé des écrits maritimes chez quelqu'un comme Vauban, quelque chose qu'on n'attendrait pas. Mais également, ça explique cette très grande, famille d'écrivains maritimes qui s'est terminée d'ailleurs, qui est terminée pour l'instant, du moins qui vit une grande éclipse, qui s'est terminée avec un homme comme Jean-François Degnaud. Et que ne pouvant rivaliser avec l'ennemi ou l'adversaire britannique, nous avons somatisé la mer. C'est pour ça que nous avons une très grande tradition d'écrivains maritimes, ce qui est très drôle pour un pays qui a toujours privilégié, et c'est là où je veux en venir avant tout, qui a toujours privilégié à tort, et il faut connaître cette trame historique, qui a toujours privilégié la terre. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner même une citation, une autre que j'ai trouvée assez extraordinaire. Il y avait au moins deux France, l'une maritime, vivante, souple, prise de plein fouet par l'essor économique du XVIIIe siècle, mais qui est peu liée avec l'arrière-pays. Tous ses regards étaient tournés vers le monde extérieur, et l'autre, continentale, terrienne, conservatrice, habituée aux horizons locaux, inconsciente des avantages économiques d'un capitalisme international, et c'est cette seconde France qui a eu régulièrement dans les mains le pouvoir politique. À votre avis, qui a pu prononcer cette phrase ? Laurent Henninger est interdit de répondre. Voilà. Fermez définitivement. Merci. C'est Braudel. C'est Braudel. Donc si vous voulez, c'est un remords qui vient de loin. C'est un remords qui vient de loin. Mais aujourd'hui, vous me direz pourquoi, d'un certain côté, ce que nous avons toujours fait comme erreur, et les erreurs sont constitutives des nations comme le reste, comment nous pourrions et pourquoi nous devrions changer. C'est là où l'étude de l'acratie est importante. Objectivement,
Que la mondialisation se poursuive ou pas, il y a tout un débat doctrinal là-dessus, auquel d'ailleurs a participé un de nos grands spécialistes de la stratégie navale, qui était Hervé Couto-Bégarry, qui lui pensait que d'ici les horizons 2030-2040, ce qu'on appelle la phase actuelle de mondialisation se terminerait. J'entrerai pas dans ce débat. Mais au moins ce que la plupart des experts tendent à dire, c'est que la mondialisation est une maritimisation. Et là où la France fait décroître son enveloppe navale, encore cette année, des pays comme la Chine ou l'Inde l'augmentent de plus de 60% chacun. La Mare Nostrum de demain, même si l'accumulation de puissance autour de l'Asie vient à se tasser, ce sera le Pacifique. C'est déjà largement fait. Et même une partie de ce monde immatériel dont on nous a tellement vendu que de garder la suprématie dessus serait la bouée de sauvetage d'un Occident surqualifié qui n'aurait plus besoin d'industrie, eh bien 99% de nos données, à peu de choses près, passent par des câbles sous-marins. Si on en croit du moins les rapports officiels que j'ai pu consulter. Donc même dans ce qui fait les nœuds de la modernité, nous en revenons à la mer. Ensuite, je m'interroge sur une obsession que nous avons, et surtout au sein des gens qui pensent que la France doit continuer, sur cette obsession terrienne qui est la nôtre. Je me suis rendu compte quand nous avons ouvert avec mes camarades ce sujet et que des spécialistes nous ont fait le plaisir d'écrire avec nous, je me suis rendu compte d'une chose. On m'a toujours objecté la même chose d'ailleurs. Oui, mais il y a l'Europe. D'ailleurs, façon extrêmement facile d'éluder le débat, oui, mais il y a l'Europe. Donc la France a évidemment sa place dans le monde qui est d'être le petit pays au bout du petit chancre, parce que c'est ce que ça va devenir, de l'Eurasie. Et d'ailleurs, et là je parle pour tous ceux qui ont une fibre patriotique, quelle qu'il soit, nous avons superposé à cette certitude l'étude de la géopolitique qui a recommencé en France dans les années 70 à partir de Lacoste. Donc nous avons plaqué sur la France des récits mécanistes. Et là encore, vous les connaissez, donc je ne reviendrai pas dessus. Ce serait du radotage. Les puissances de la mer et les puissances de la terre. Mais la France, au fait, la France c'est quoi ? Dans cette grille qui d'ailleurs est ressassée maintenant par l'ensemble de la géopolitique du camp national, de revue en revue, la France c'est quoi ? C'est une puissance de la mer ou c'est une puissance de la terre ? À votre avis ? Guédon ? Les deux. Et c'est là le premier nœud de mon argumentation. Si nous voulons nous en sortir, du moins c'est l'axiome que je prends, c'est la condition que je prends dans ce raisonnement, c'est-à-dire que c'est la plus grande France qui survivra. Pour que cette plus grande France-là survive, même si ce sera extrêmement difficile, il faut arriver à comprendre que la France, c'est pas un hexagone, c'est un archipel. C'est la première grande condition et la première réflexion intellectuelle que j'aimerais que ceux d'entre vous qui au moins pensent que ce projet est faisable intériorisent. Je vous demande de la souplesse intellectuelle, comme d'ailleurs certains pays sont en train de se contorsionner beaucoup plus que ça. Je lisais il n'y a pas longtemps Les stratèges russes, un texte qui s'appelait « Vladivostok 2060, capitale de la Russie ». Bah oui, la Russie est en train de faire son pivot asiatique aussi. Elle va laisser l'Europe parce que l'Europe va devenir, elle n'est pas totalement stupide.
Or, elle ne va pas s'accrocher. Et justement, c'est là où j'aimerais vous faire réfléchir. Pendant le colloque que nous avons fait, Clément Nguyen a employé un mot d'ailleurs qui revient souvent dans les échanges internes de mon équipe, qui est le mot de désarrimage. La France a cette chance de pouvoir exister ailleurs. Ce qui ne veut pas dire de laisser totalement tomber l'Europe, mais comme disait Bismarck, qui parle d'Europe ment. N'oubliez jamais que la France fut la première nation au Brésil, la première nation en Nouvelle-Zélande, et nous avons perdu tous ces espaces les uns après les autres, toujours par la même erreur d'ailleurs. Nous nous sommes recroquevillés en Europe où nous avons été battus alternativement par la Grande-Bretagne, dont d'ailleurs nous envions la destinée maritime secrètement. L'anglophobie qui est revenue au moment du Brexit, surtout même dans les rangs nationaux, de manière caricaturale et même de manière grasse, en est un témoignage. Puis, par l'Allemagne et particulièrement par l'axe germano-américain, qui est un axe de fer au-dessus de nous depuis la fin du XIXe siècle. Je vous renvoie aux écrits d'Annie Lacroix sur la concentration de capital en Europe, aux sources du carcan européen, bouquin très instructif. Or, je sais que ça va faire de la peine à ceux que je reconnais parmi vous qui viennent de courants plus ou moins européistes. On va être très clair, l'Europe 2050-2060, c'est avant tout une question sécuritaire pour la France. Très très peu de pays ne connaîtront pas de troubles intérieurs graves du fait de leur dépopulation, du fait de remplacement de population et du fait de leur tassement économique, voire de leur effondrement économique. Ce n'est pas pour rien que la Suisse, pays intelligent et qui a un système très réflexif de défense, a organisé la plupart de ses derniers exercices de la manière suivante. D'ailleurs, le maître en contre-espionnage suisse qui était là au colloque nous l'a bien dit. Il a dit, c'est simple, nous sommes entraînés ces dernières années par l'exercice suivant, un État européen s'effondre. Que fait la Suisse pour se défendre ? D'ailleurs, l'Union européenne a protesté par la voix virile de M. Juncker. La Suisse a tremblé. La Suisse ne s'en serait pas remis, mais ça, ce sont des rumeurs. Attendez. Non, mais ne vous moquez pas d'un homme qui parle de manière sidérale. Parce que vous ne le faites pas. Il y en a qui ont Independence Day, nous on a les Juncker. Donc, ça c'est le premier nœud de réflexion. C'est-à-dire, allons-nous refaire la même pente historique et être battus à nouveau ? C'est d'ailleurs un débat qui est ouvert au sein de la famille souverainiste. Je pense d'ailleurs à quelqu'un que j'aime beaucoup, même si nous ne partageons pas les mêmes avis économiques qu'Éric Verrage, qui pense qu'on peut faire une politique de puissance continentale. Je pense, pour ma part, que non. Et surtout, une politique de puissance continentale se légitime à partir du moment où on peut faire quelque chose du continent. Qu'on le veuille ou non, une large partie des pays européens, et ça, c'est en dehors des pouvoirs du politique de pouvoir changer leur destinée pour beaucoup d'entre eux, une large partie de ces pays une large partie de ces pays peuvent dévisser d'un point de vue sécuritaire et de toute façon s'affaibliront dramatiquement d'un point de vue démographique. Or, si nous ne voyons pas, pour la France, des modalités d'accumulation de puissance extérieure, nous partagerons le linceul du continent. C'est clair, je pense que ça va jusque-là, ça va, d'un point de vue thématique, ça va. Tout le monde va, ça va ? Vous n'êtes pas trop triste ? Tout va bien. Donc, et là encore, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas la panacée. Le but, c'est d'avoir une politique d'accumulation de puissance plurifactorielle. Et la mer en est un. Juste un, mais un qui doit prendre toute sa place. Pourquoi ? Premièrement, parce que nous avons des avantages énormes en termes énergétiques. Nous avons fait d'ailleurs pour le numéro qui va sortir, grâce à un de mes brillants jeunes camarades, une étude assez complète sur les nodules polymétalliques. C'est évidemment le contrôle de voies commerciales, c'est évidemment un contrôle stratégique. Nous avons déjà publié, et par exemple sur
sur l'utilisation stratégique de certains dom-toms. Et surtout, on ne s'en rend pas compte, mais ce ne sera pas la première fois que la France reprendra sa souveraineté à partir de ces petits territoires. À votre avis, quand est-ce que c'est arrivé dans l'histoire récente ? Seconde Guerre mondiale, tout à fait. Je reviens sur un épisode qui est assez rarement traité parce que l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale dit que les Alliés étaient tous très bien disposés à l'égard de la France. C'est vrai, sauf d'un de nos très grands alliés, qui était l'allié américain. Et c'est une petite filouterie des hommes de la France libre de reprendre Saint-Pierre-et-Miquelon. Roosevelt hurle, dit qu'il va envoyer évidemment l'US Navy, que le Canada va l'y aider, et De Gaulle lui dit « mais faites donc, vous serez automatiquement... soit vous allez perdre toute crédibilité à l'intérieur, parce qu'il y avait une forte presse antifasciste qui commençait à être très dure avec le président des États-Unis pour ses accommodements raisonnables avec le régime de Vichy. Donc, prouvez à la presse américaine que vous êtes un vrai réactionnaire et délogez-nous. » Roosevelt a perdu. L'homme le plus puissant du camp occidental à ce moment-là, déjà à ce moment-là, et mine de rien, c'est le premier acte territorial de la France libre. Preuve que ce qu'on a appelé avec mépris pendant longtemps les confettis d'empire ne sont pas aussi dénués d'importance que cela. Et c'est le deuxième point après cette acratie territoriale et continentale. La question c'est pourquoi cet immobilisme, alors que, objectivement, ça nous tendait les bras depuis si longtemps. La question, c'est pourquoi cet oubli relatif, je dis bien relatif, de la question maritime dans les élites françaises. D'un certain côté, au-delà du vieux peuple paysan, c'est-à-dire de tous les grands classiques, entre autres, qui sont énormément travaillés à l'école de guerre économique et par mon ami mon ancien maître et patron, le colonel Arbulot, c'est-à-dire le vieux mental paysan. Il y a, je pense, aussi un autre fait, qui est cette relation que nous avons avec l'Angleterre, qui est vraiment un nœud de notre histoire, parce que nous avons préféré, par une sorte de rivalité mal placée, nous n'avons pas voulu comprendre ce qu'était en train de faire l'Angleterre. C'est pour ça qu'on s'accroche tellement au mythe de Napoléon contre la Grande-Bretagne, etc., alors que notre ami Laurent, ici présent, nous a fait une très belle conférence sur les espaces fluides. Objectivement, l'Angleterre nous avait déjà doublé sur la pensée stratégique de l'avenir. Elle nous avait doublé déjà depuis longtemps. Et d'un certain côté, on veut être... je dirais pas qu'on veut être des perdants, mais on veut être en retard. On veut s'accrocher à une définition de la puissance qui est dépassée. Et ce qui est drôle, c'est que, et ça à mon avis, c'est un grand foyer de recherche pour nos amis historiens, comment se fait-il que l'époque royale a pu concevoir, et pu décloisonner la possession et l'accumulation de terres de la puissance. Certains actes de Saint-Louis sont assez clairs là-dessus, par exemple, que certaines terres ne valent pas la peine d'être prises par accumulation. Et comment on a pu régresser avec une vision de la puissance qui a permis à tous nos ennemis de nous battre, et particulièrement au monde anglo-saxon. Et à partir de quand nous sommes-nous mis à régresser ? Ça, c'est... Objectivement, ce sont des questionnements que nous devons nous poser pour arriver à sortir d'une gange historique. Objectivement, je vous l'ai dit, ce sera pas la panacée. Mais nous ne manquons pas d'instruments. Nous ne manquons pas d'instruments au niveau juridique, au niveau technique. Je vous rappelle que c'est le général de Gaulle qui a commandé la création de l'Ifremer. Et nous ne manquons pas des capacités ingénieriques
de jeter nos voies d'indépendance, entre autres, sur ce côté-là. Je dis entre autres, qu'on ne caricature pas mon propos. Je pense sincèrement que la puissance de la France au XXIe siècle sera plurifactorielle ou ne sera pas. Soit nous prendrons conscience de ce que nous sommes et des potentialités à la fois de notre histoire, de notre territoire et de nos alliances, particulièrement de nos alliances que nous avons oubliées. Pour ça que l'axe latin pour nous est important. Parce qu'on est quand même l'un des seuls pays assez bêtes pour faire une croix sur un continent de 700 millions de gens qui nous attendent et qui nous aiment bien. Parce qu'on a encore quand même un crédit. Bon, a priori on n'en a rien à foutre, on préfère rester avec des gens qui nous aiment pas. Bon, pourquoi pas moi j'y bosse, chez les gens qui nous aiment pas, donc croyez-moi qu'il n'y a pas grand chose à y faire. Mais, c'est un constat. Donc, la seule chose que je veux pour ouvrir le débat, c'est au moins ces termes-là. Termes d'acratie continentale, c'est-à-dire pourquoi, à chaque fois que nous nous sommes rangés sous la bannière de la notion Europe, nous avons été intellectuellement désarmés. Et au passage, je désarmerai un mythe historique qui va m'être de toute façon opposé par quelqu'un dans la salle. N'oubliez jamais qu'aujourd'hui, l'histoire de l'Union européenne a parlé, les historiens ont travaillé, la grande Europe n'a pas été dévoyée par les grands méchants anglais ou par les grands méchants américains, alors que De Gaulle voulait la puissance pour tous. Non, non. De Gaulle a fait dérailler la construction européenne qui devait terminer là où elle est là. Et d'ailleurs, la construction européenne est rentrée sur ses propres rails dès 1969, dès qu'il est parti. Et depuis, elle vogue gentiment vers ce qu'elle devait être. Pour tous ceux qui l'ont créée réellement. Mon équipe a fait traduire un ouvrage sur cette question qui vient de sortir aux éditions du Toucan que je vous recommande. La grande dissimulation, préfacée par Jacques Sapir, une assez bonne réussite. Donc, si vous voulez, nous devons réfléchir à nos différents échecs terrestres et pour une fois avoir une action résolue vis-à-vis du reste du monde. N'oubliez pas qu'après l'échec de l'Europe gaullienne, qui est l'échec du traité de l'Élysée, que fait De Gaulle ? Il parle au monde. C'est les grands discours et ce qu'on sait moins, les grandes accumulations de puissance à chaque fois, dans chaque zone où il délivrera un message, à une exception qui est le discours de Mexico. Et quand est-ce que la France a été remarquée sur la scène internationale positivement la dernière fois ? C'était quand ? Et je sais, ça remonte à loin, les plus jeunes s'en remettent. Si. Vous étiez nés quand même. Qui a dit Villepin ? Qui a dit Pimpin ? Voilà. Exact. Et moralité, qui était contre ? Quelles ambassades se sont opposées à nous les premières ? Toutes les ambassades européennes. Je dis bien toutes, y compris le lâche soulagement allemand, qui est allé négocier dans notre dos avec les Américains d'entrée de jeu. Pas folle la guêpe, enfin pas folle Schröder à l'époque, et que nous le voulions ou non, les grands projets continentaux, par à la fois le legs de notre histoire et le legs de notre géographie, nous excluent en partie. La grande Europe germanique nous exclut, mais ça c'est de facto, et ceux qui rêvent d'Eurasie nous excluent tout autant. Parce que c'est simple, le dernier nœud de la nouvelle route de la soie, il est où ? Pour ceux qui ont vu les cartes sur lesquelles fantasment une partie des identitaires européens. Le dernier nœud est où ? En Allemagne. Et la nouvelle route de la soie, nous, ça nous concerne pas beaucoup. Donc, de toute façon, nous sommes contre toutes les certitudes qui ont été les nôtres sociologiquement et dans notre sociologie élitaire depuis au minimum, je dis bien au minimum, les 17e et 18e siècles, quand bien même nous ne voudrions pas relever ce défi de la mer que le général de Gaulle voulait nous faire prendre, nous y serons poussés. Nous y serons poussés, parce que nous serons marginalisés. Il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne voudrait beaucoup que nous laissions tomber nos dom-toms, sous pression d'ailleurs des diplomates allemands.
Moi, j'ai pu d'ailleurs leur parler plusieurs fois. Pour eux, bon, maintenant on est rentré en Europe, vous allez laisser tomber, grosso modo, vous allez laisser tomber les sous-races. Pour eux, c'est très clair. Le Calédonien, le Guadeloupéen, c'est vraiment sous-race. Hein. Mais c'est pas dit comme ça parce que l'Allemagne a changé. De vocabulaire. Mais, pas totalement fou quand même. Donc, moi j'ai entendu ces pourparlers-là et ces pressions constantes sur la France, qui se font à partir de la Commission parce que c'est, pour eux, on rentre dans le continent, c'est pas l'Europe ça, c'est vrai. Et c'est là où nous devons savoir, et c'est pour ça aussi que nous voulons éviter ces grands débats stratégiques. Pourtant, vous avez vu le nombre que vous êtes, ça doit intéresser des gens. Pourquoi nous l'évitons ? Nous l'évitons parce que pour les résoudre, il faut se poser la question, qui sommes-nous ? Historiquement, qui sommes-nous ? Qu'avons-nous réellement fait ? Et quelles sont nos potentialités ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Quelle voie n'avons-nous pas prise que nous pourrions prendre ? Ça, c'est des questionnements auxquels, même pas uniquement l'élite française, mais une partie même des patriotes français veulent éviter de se poser, à la fois par certitude et par désespoir. Or, objectivement parlant, nous avons, la mer en est un, d'autres en sont, de vrais facteurs de puissance qui peuvent donner lieu à de véritables projets. La seule condition, c'est une vraie révolution mentale. C'est d'ailleurs, un des miens est en train de travailler là-dessus, sur l'État archipel, par rapport à nous, par rapport à cette condition que nous pourrions prendre stratégiquement. Je ne dis pas qu'il faut la prendre, je dis que le débat doit être ouvert. Et j'en viens à mon dernier point, qui est beaucoup plus métapolitique, celui-là. Il y a un avantage qu'on a par rapport que la pensée, disons, qu'une certaine pensée née à partir de la mer est intéressant. Enfin, il y a un certain type de pensée qui pourrait être intéressant à redécouvrir. Ce que Pierre Hadot, le grand philosophe, appelait le sentiment océanique, c'est-à-dire ce sentiment de fragilité. Là, je vous renverrai à un petit livre qui est passé inaperçu en France, c'est bien triste d'ailleurs, d'un homme assez exceptionnel auquel nous rendons hommage dans ce numéro de Perspective Libre, qui est Thierry Hench, le grand historien et penseur des grands récits canadiens. Il avait écrit son ouvrage testament qui s'appelait « La mer, la limite », où il faisait l'éloge de la figure du rivage. Pourquoi ? Parce que le rivage, c'est l'indéterminé. C'est une certaine c'est une incertitude créatrice d'un certain côté. Et c'est peut-être vers ce type de forme qu'il nous faut retourner pour arriver à nous perpétuer nous-mêmes et arriver à retoucher au moins un minimum de cette indépendance qui nous a été volée, car comme disait Baudelaire, toujours homme libre, tu chériras la mer. Merci beaucoup.